tous, et ça marche, c'est génial. Donc je suis ravi d'être là parmi vous pour ce premier Serverless Days Paris. Je vais vous parler de notre version de l'histoire qui est un peu différente je pense, les gens qui consomment du serverless, puisque nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit et qu'on opère un moteur serverless, un serverless engine. Et on va rentrer un peu dans le détail de comment ça fonctionne, des choix technologiques qu'on a dû faire, des différentes options qu'on peut avoir en tant que cloud service provider quand on prend la décision de faire une plateforme cloud, et à quoi ça ressemble concrètement aujourd'hui ce qu'on a en production. Donc pour vous donner un peu de contexte, comme l'a dit Sabri, moi j'ai passé les 10 dernières années à construire des cloud service providers. J'ai commencé en 2011 avec Outscale, qui est un cloud service provider français, et j'ai continué ensuite avec Scaleway, qu'on a développé. Donc je sais qu'il y a des gens de Scaleway dans la salle qui continuent à développer ce cloud service provider européen. En 2019, on a décidé de créer Coyeb, qui est une plateforme cloud serverless complètement managée. J'ai des amis qui font souvent la blague de je passe mon temps à reconstruire des cloud service providers from scratch. Donc je pense que dans les 10 prochaines années, c'est probablement ce que je vais continuer à faire. La première chose sur laquelle je voulais commencer, c'est vous donner un peu notre définition de serverless. Daniel a bien parlé tout à l'heure des différents types de serverless, et il y a différentes options. Nous, on pense que ce n'est pas associé uniquement au FaaS, au Function as a Service. Et concrètement, bon, il y a des choses qui sont très communes dans notre définition, et il y a des choses qui sont un peu plus originales. L'élément le plus commun pour tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de gestion d'infrastructure. Et qu'on va vous abstraire la résilience et la scalabilité de votre plateforme. On va vous fournir des primitives qui font qu'il y a de l'autoscaling intégré dans la plateforme. Mais un élément très important pour nous, par notre expérience, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de spécificité liée au cloud service provider. Donc on essaye d'utiliser des abstractions qui sont connues et de vous permettre de déployer non seulement des fonctions, mais aussi des conteneurs, et directement depuis des repositories GitHub. Et on va gérer ensuite toute la partie déploiement continu et faire en sorte que vous ayez cette expérience où le déploiement continu n'est pas un problème. Et bon, le truc le plus classique, tout ça, on le fait pour accélérer la vitesse de déploiement des projets sur le marché, et on essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas des coûts d'engineering et de cloud qui explosent. Concrètement, notre métier, c'est d'abstraire toutes les différentes briques. Donc on abstrait différents cloud service providers, on peut en utiliser plusieurs pour vous. On abstrait les serveurs, le réseau et le déploiement, et après bon, il y a d'autres fonctions comme par exemple le continuous deployment ou le logging et le monitoring qu'on va aussi en partie, on va vous aider à le faire. À partir de ce moment-là, on a la question de, quand on a pris la décision de se lancer dans cette aventure, il y a la question de à quoi ça correspond techniquement, c'est quoi les requirements techniques pour atteindre ces objectifs. Et les requirements techniques qu'on voulait atteindre, c'est donc de fournir une partie build et exécution qui est rapide, à savoir que vous n'ayez pas une expérience où quand vous déployez en production, en fait, c'est plus lent de build sur le cloud service provider que vous utilisez que localement, qui est quelque chose qui arrive souvent. La partie exécution, c'est pareil. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une expérience où ils vont déployer en production, c'est plus lent que sur leur laptop, ce qui est quand même un peu un comble. Et quelque chose qu'on a pris aussi directement, c'est de donner la capacité de déployer globalement, donc au sens mondialement, et de faire en sorte que vous puissiez, en quelques clics, déployer dans plusieurs régions du monde. Et enfin, les choses qui sont inhérentes au métier de Cloud Service Provider, c'est d'avoir cette partie sécurité et multitenance, en français, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais et de faire en sorte que, en fait, quand vous avez plusieurs clients qui tournent sur le même hyperviseur, ça soit sécurisé, qu'il n'y ait pas de problème de leak de data ou des choses comme ça. Et le dernier élément, c'est bien sûr que ça soit scalable, dans le sens où
on a besoin de supporter aussi bien votre croissance que notre croissance en tant que cloud service provider. Et nos amis de Scaleway, on a expérimenté ça pendant très longtemps, des problèmes de suivre la croissance quand on a de la demande. Et c'est un vrai problème qu'on essaye d'éviter d'avoir à nouveau. Donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on prenne la bonne technologie. La bonne technologie, nous, il y a un panel de choix qui est énorme. Et on a catégorisé ça en 4 niveaux d'abstraction sur lesquels on aurait pu partir. On va descendre dedans. Le premier niveau d'abstraction que vous pouvez choisir quand vous construisez une plateforme serverless, c'est d'utiliser vous-même des primitives assez haut niveau des cloud service providers. Donc ça, c'est un choix qui est fait par un certain nombre de cloud service providers. Tout à l'heure, Daniel mentionnait Netlify et Vercel. C'est ce qu'ils font. Concrètement, ils utilisent AWS et GCP pour construire leur propre service cloud. Et les résultats, ils sont focalisés sur l'expérience utilisateur. Et ça marche très bien pour eux. L'avantage de ça, c'est que vous allez être capable de développer très rapidement votre produit. Le désavantage, c'est que vous allez être limité par les choix de ces cloud service providers. Donc, par exemple, vous ne pourrez pas avoir la granularité de choisir des machines qui sont performantes, puisque Fargate ou Lambda utilisent des machines qui ne sont pas forcément extrêmement rapides derrière, et vous ne pouvez pas le tweaker. Donc, il y a plusieurs types de limitations comme ça, et quand vous essayez de les solver, ça peut poser problème. La deuxième option, c'est d'utiliser du Kubernetes, potentiellement du Knative, ou tout l'écosystème qu'il y a autour. Donc ça, c'est une option qui est utilisée par un certain nombre de cloud service providers. Par exemple, Render fait ça aussi, ils utilisent du Kubernetes. L'avantage de ça, c'est que c'est portable, c'est assez stable, c'est plutôt flexible, et vous avez une grosse communauté open source derrière. Puis c'est assez hype, donc c'est assez facile de recruter des gens pour travailler dessus. Donc ça, c'est quand même important. Le désavantage, c'est que c'est quand même assez complexe, puisque c'est un énorme projet, et que vous avez besoin de comprendre complètement Kubernetes et d'avoir cette connaissance spécifique. La troisième option, c'est de construire une technologie et d'orchestration vous-même pour gérer les workloads serverless clients au-dessus de VM ou de serveurs bare metal. L'avantage de ça, c'est que vous avez une flexibilité complète, vous avez énormément de contrôle. Le désavantage, c'est que vous avez ce problème ça va ralentir votre vitesse pour arriver sur le marché, puisque vous devez forcément tout construire. Et la dernière option, c'est celle des gros cloud service providers, c'est de racker son infrastructure. Donc vous allez gérer le réseau, vous allez carrément aller faire tout le design des baies. C'était notre métier avant chez Scaleway, c'est toujours le leur aujourd'hui. Donc l'avantage, c'est que ça vous donne toute la flexibilité et tout le contrôle. En plus, vous travaillez avec les fournisseurs matériels, donc vous êtes vraiment at the edge. Le problème, c'est que c'est extrêmement complexe et que vous avez toute la partie supply chain qui a un métier à part entière à gérer, les problèmes d'import-export, des choses comme ça. Donc c'est encore autre chose qui se rajoute. Donc ça nous donne 4 choix quand on doit construire notre cloud service provider, notre plateforme serverless. On peut partir sur ces primitive clouds, partir sur du Kubernetes, ou construire notre software. Et enfin, la dernière option, c'est de racker nos serveurs. Concrètement, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, mais nous, on ne va jamais vous conseiller de faire autre chose que de partir sur les primitives des cloud service providers si votre métier, ce n'est pas de faire de l'infrastructure, puisque en général, vous n'aurez pas les équipes pour le faire et que vous allez investir beaucoup d'énergie pour un résultat qui sera probablement moins bon que celui des cloud service providers. Donc si votre boîte, ce n'est pas de l'infrastructure, je vous déconseille de partir sur autre chose que le choix 1. Maintenant, nous, en tant que cloud service provider, on a rejeté ce choix-là puisqu'on ne voulait pas avoir les limitations des cloud service providers, particulièrement les limitations en termes de performance ou les problèmes de call boot. On a l'espoir de pouvoir faire mieux que ce qu'ils font et les enjeux d'intégration entre les différents services. Et donc, on a décidé de partir sur du Kubernetes. On a écarté l'option 4, on l'avait déjà fait dans une vie d'avant, et c'est compliqué d'un côté, et puis en plus, maintenant, vous avez beaucoup d'alternatives
qui vous permettent en fait d'utiliser du bare metal si vous le voulez. Vous avez l'écosystème a beaucoup maturé, donc si vous voulez déployer sur du bare metal, vous avez des solutions. Et l'option 3, on l'avait déjà fait aussi, de construire une solution custom, et on s'est dit, bon, Kubernetes, on devra gagner du temps. C'est ce qu'on a fait. On a opéré en production pendant 2 ans des clusters Kubernetes, et spoiler alert, on en est sorti, parce qu'on considérait que c'était trop complexe en fait, et trop difficile surtout à étendre en tant que cloud service provider. Dans le sens où vous n'avez pas le contrôle de la solution logicielle et vous subissez un projet open source dont vous n'avez pas la gouvernance. Une des grosses limitations qu'on a rencontrées, c'est l'aspect sécurité multitenante. Par défaut, Kubernetes ne vous fournit pas de sécurisation des workloads. Et vous devez le faire vous-même. Donc le choix recommandé, c'est gvisor. Malheureusement, les performances qu'on avait en production n'étaient pas satisfaisantes. Donc il faut savoir que si vous prenez du Cloud Run, alors c'est sûrement tweaké et c'est probablement pas la version publique, mais c'est du Knative derrière avec du Kubernetes, et donc c'est du gvisor. Nous, on considère que les performances ne sont pas idéales et que vous avez un overhead qui est pas super. Et les autres enjeux, avec Kubernetes, c'est la partie déploiement global, donc le fait de déployer plusieurs clusters quand vous devez déployer plusieurs régions. Donc ça a quand même un coût non négligeable si vous voulez déployer 10 ou 20 régions dans le monde. Donc c'est quelque chose qui ne nous plaisait pas trop. Et enfin, les 2 derniers problèmes qu'on a rencontrés, c'est le fait que Kubernetes, il y a des cycles de release assez rapides, ce qui fait que vous passez votre temps à mettre à jour si vous voulez être à jour. Et il y a un coût mémoire assez important en fait, sur lequel vous avez aussi peu de contrôle. Et qui va se refléter dans le coût pour l'utilisateur final, puisqu'on a quand même un enjeu d'avoir des coûts qui sont soutenables. Kubernetes, si on résume, c'est une plateforme qui est généraliste, d'orchestration qui est généraliste. Et pour nous, c'est un peu similaire à ce qu'était OpenStack dans les années 2010. Au début des années 2010, il y avait OpenStack. Quand on devait déployer des VM dans le cloud, il y avait soit vous pouviez construire votre solution, soit vous utilisiez OpenStack. Et il y avait les mêmes problèmes qu'avec Kubernetes. Vous devez comprendre l'intégralité de la solution en tant que cloud service provider si vous voulez la maîtriser. Et donc, vous allez vous retrouver avec aussi beaucoup de choses qui font pas partie en fait, qui ne sont pas forcément nécessaires pour vous en tant que cloud service provider. Vous n'avez pas forcément besoin de ces fonctionnalités-là. Et pourtant, elles vont venir alourdir la code base et vous allez avoir des abstractions en plus qui n'ont pas forcément de sens. Et donc, ça devient extrêmement compliqué à suivre, à étendre. Et l'aspect vraiment suivre les mises à jour de ce projet-là va vous consommer énormément d'énergie pour des choses qui n'ont pas forcément de sens pour vous. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est retourné sur notre choix on a changé notre niveau d'abstraction, on a décidé de construire notre solution logicielle, et on va rentrer dans qu'est-ce que ça représente, c'est quoi les différents composants concrètement, parce que Kubernetes en réalité c'est pareil, c'est un mot qui cache beaucoup de composants techniques, puisqu'il n'y a pas que, il y a l'orchestration, il y a la sécurisation des workloads, mais il y a aussi la partie réseau. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, concrètement, c'est des conteneurs qui tournent dans des micro-VM sur du bare metal. Ce choix-là, c'est le même choix que en fait, AWS Lambda et Fargate ont fait. C'est pareil, c'est des micro-VM dans du bare metal. Donc c'est assez standard au final dans le monde du serverless. Enfin, il y a vraiment 2 approches qui s'opposent entre GCP, Azure, je connais moins, donc je ne sais pas dire exactement comment ils le font. Mais d'un côté, on a GCP qui fait du Knative et du Kubernetes, et en dessous, je ne sais pas ce qu'il y a. Et sur AWS, c'est des micro-VM sur du bare metal. Et nous, on a choisi un set de technologies qui nous permet de faire ça. Donc on a l'orchestration qui est faite par Nomad, la virtualisation qui est faite par Firecracker, et le réseau. Le réseau on utilise 2 projets open source qui s'appellent Kuma et Envoy, qui ont été open sourcés par Kong.
qui nous permettent de faire ça. Et donc, en fait, le réseau, c'est plus que du réseau. On a un service mesh et une notion de service discovery qui est complètement intégrée dessus et qui rajoute à cette expérience serverless. Ensuite, on consomme du bare metal, donc on utilise des serveurs que vous pouvez acheter chez des providers type Equinix Metal, Scaleway ou IBM Cloud. Et ce que ça donne en pratique, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc à gauche, vous voyez la control plane. Donc ce qu'on appelle la control plane, c'est ce qui permet de démarrer vos workloads. Donc quand vous décidez de déployer un conteneur chez nous, on a une API qui est écrite en Go qui va communiquer avec le serveur Nomad que vous voyez donc dans cet encart de control plane. Et ensuite, ça va piloter tout ce qui est dans la data plane, donc à savoir où sont exécutés vos conteneurs. Et dans cette data plane, vous avez un certain nombre d'hyperviseurs, donc qui sont des machines bare metal gérées par un provider tiers, sur lesquels on met notre OS, donc du CoreOS dans notre cas, et qui reçoivent les ordres de Nomad via un client Nomad. Et ensuite, on va démarrer, à chaque fois que vous déployez un conteneur, on va déployer une micro-VM Firecracker et un sidecar avec Kong et avec Envoy, puisque en fait Envoy fait partie est packagé par Kong, pour vous fournir la connectivité réseau et la connectivité inter-service et le load balancing, et on va y revenir juste après. Et dedans, vous avez votre conteneur qui tourne. Et voilà. Donc, si on prend les composants un par un, on a Nomad qui est le gestionnaire de workload. Il est facilement étendable. Il est dans le sens où, pour nous, vu qu'on construit le software, on a besoin vraiment de pouvoir se hooker dessus. On peut rajouter des drivers qui démarrent aussi bien des VM dans des conteneurs, dans des micro-VM Firecracker. Mais on pourrait aussi, par exemple, spawner nos sidecars grâce à Nomad. Et donc ça, c'est plus, à la limite, Nomad est plus comparable à Kubernetes dans une certaine mesure, puisqu'il fait l'orchestration. Sauf qu'il n'y a pas de couplage fort avec tous les projets. C'est-à-dire que Istio, par exemple, qui a une technologie de service mesh, est aussi fortement couplé à Kubernetes. Donc on a beaucoup plus de flexibilité avec Nomad que ce qu'on a avec Kubernetes. Et on retrouve aussi le support des multi-régions qui c'est conçu pour. Et enfin, on a l'avantage qu'on a un footprint qui est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus simple à utiliser que Kubernetes. L'autre élément clé, c'est Firecracker. Donc, j'en ai beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Ça a été open sourcé par AWS. Et en réalité, c'est pas une technologie... c'est une technologie nouvelle, mais ils ont pris KVM et QEMU KVM et ils l'ont strip down. Ils ont enlevé tout ce qui était inutile pour faire en sorte que les conteneurs démarrent plus rapidement et pour atteindre des temps de démarrage de conteneurs qui sont autour de 100 millisecondes. Et donc ça, c'est un des éléments clés pour pouvoir fournir une expérience d'autoscaling où vous n'avez pas ces problèmes de call start. Même si, bon, forcément, à 100 millisecondes, c'est déjà, en fait, en tant que tel, c'est pas suffisant. Vous allez avoir d'autres optimisations à faire derrière. Donc, ça ne fait pas d'orchestration. Firecracker, c'est juste vraiment ce qui virtualise votre conteneur. L'élément clé pour nous, c'est la sécurisation, puisque ça utilise de la virtualisation hardware pour isoler les clients entre eux. Et le dernier élément clé, c'est la partie réseau, puisque une fois que vous avez dispatché vos ordres sur les hyperviseurs, que les micro-VM sont démarrés, il faut bien qu'elles communiquent avec le reste du monde et qu'elles communiquent aussi entre elles, puisqu'on cherche à faire en sorte que vous puissiez déployer plusieurs microservices ou plusieurs fonctions. Et Kuma vous fournit toute cette logique-là. En fait, si vous êtes familier un peu avec les services mesh et avec ces notions-là, donc Kuma, c'est juste un orchestrateur de Envoy, en gros. Et ça fait en sorte que la communication, quand vous avez des micro-VM qui sont sur 2 hyperviseurs, soit sécurisée automatiquement. Et ça rajoute ensuite tout un tas de fonctionnalités plus haut niveau pour faire en sorte que vous ayez par exemple la résolution DNS qui se fasse automatiquement. Donc vous pouvez utiliser votre deuxième service en l'appelant service.app
et ça va automatiquement résoudre. Et ça fournit aussi toute la partie load balancing, et ça tourne sur un réseau qui est complètement zéro trust. Donc ça va chiffrer la communication de bout en bout pour faire en sorte que, en tant que développeur, vous n'ayez pas ces problématiques-là à gérer tout simplement, et que ça soit complètement transparent pour vous. Donc, ce que ça donne concrètement, c'est que vous avez tous ces... Là, on est dans le même schéma que tout à l'heure, on a plusieurs hyperviseurs qui tournent en parallèle, et vous avez les proxy envoy qui s'occupent de la communication et qui sont orchestrés par Kuma depuis la control plane pour faire en sorte que tout ça soit transparent pour vous. Et un élément qui n'est pas nécessairement dans toutes les plateformes serverless que nous, on a décidé de fournir aussi, on fournit une abstraction pour faire en sorte que vous n'ayez pas à vous poser la question de qu'est-ce qui se passe si vous déployez dans plusieurs régions. Donc on fournit aussi du global load balancing et du caching at edge. On travaille avec un fournisseur tiers pour ça, ce qui nous permet de fournir 55 localisations Edge qui vont recevoir le trafic entrant et qui vont s'occuper de dispatcher les requêtes entre vos différentes localisations. Donc si vous décidez de déployer un service à la fois en France et aux US, le Edge Network va recevoir le trafic et il va ensuite le dispatcher au plus près, dépendant de où est l'utilisateur final. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal. Pour vous donner, donc, pourquoi tout ça, ça a une importance pour vous. Je pense que ça a une importance pour comprendre que déjà ce qui se passe derrière, pourquoi les choix que vous faites quand vous choisissez un cloud service provider ont un impact sur les performances, donc les limitations sous-jacentes qu'ils ont aussi. Et en fait, toutes ces technologies c'est ce qui a rendu l'expérience serverless possible. Nous, on voit le serverless comme une combinaison de toutes les innovations du marché des 10 dernières années. Et donc, on a ces aspects de latence qui sont clés et de temps de démarrage qui sont clés, puisque vous avez, si vous voulez fragmenter votre application en production, forcément, ça a un coût. Ensuite, si les technologies d'isolation sont non performantes et ont un gros footprint mémoire. Et après, ça peut aussi avoir une importance pour vous si vous avez besoin de run vous-même des fonctions serverless, puisqu'il y a un certain nombre de fournisseurs aussi qui commencent à tenter de fournir des fonctions serverless dans leurs produits. Il faut être conscient de tous ces aspects de sécurité. Et enfin, le dernier truc, je pense, c'est l'aspect networking qui est quand même critique. Aujourd'hui, les temps de latence, les temps de démarrage, par exemple, sont fortement impactés par les performances de démarrage du réseau. Sur les lambda, les VPC, je ne sais pas si ça s'est amélioré récemment, mais jusqu'à il y a peu de temps, les VPC rajoutaient quasiment 10 secondes au démarrage d'une lambda. Malheureusement, nous, on a le même problème. Sur notre service mesh, ça prend du temps. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille activement pour faire en sorte que vous ayez plus ces ralentissements. Voilà pour moi, pour aujourd'hui. Le QR code vous emmène au blog post sur le sujet. Donc, vous allez retrouver tous les éléments que j'ai décrits aujourd'hui sur notre architecture. Et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui.